Donc, deuxième vidéo pour la deuxième partie du cours cette fois, donc grand 2 après avoir vu, hein, comme ça apparaît ici le grand 1, donc les retards du développement. Cette fois, on va voir pourquoi on peut dire que l'Afrique peut être vue comme un continent émergent qui a de nouvelles perspectives. Et en particulier, première sous-partie, d'abord, s'intéresser à vraiment la croissance économique du continent africain. Si on prend en fait les taux de croissance d'une partie des pays africains, mais même à l'échelle du continent, on remarque que la croissance économique est quand même extrêmement forte. Entre 2000 et 2015, si on prend le PIB mondial, il a été multiplié par 2. Donc on produit 2 fois plus de richesses aujourd'hui, enfin en 2015, qu'en 2000. Dans le cas de l'Afrique, ça a été multiplié par 4. Donc c'est vraiment un continent où on produit de plus en plus de richesses, ce qui est logique, hein, c'est-à-dire quand vous partez d'une production qui est moindre, il est plus facile d'augmenter. Et notamment, vous avez certains pays qui ont des taux de croissance extrêmement forts, qui sont en fait un peu. Donc, enfin, si on prend cette carte, là vous voyez, hein, vous avez un gradient de couleur euh, qui vous montre notamment, qui fait apparaître notamment les pays qui ont connu une croissance qui est supérieure à 8%. Donc vous en avez plusieurs, hein, Côte d'Ivoire, le Tchad, l'Angola, le Mozambique. Et puis même sur la couleur juste en dessous, hein, entre 6 et 8%, ça reste des taux de croissance qui sont extrêmement élevés, hein. Et là vous voyez, vous avez également plusieurs autres pays qui sont dans ce cas-là. C'est comparable en fait à ce qu'ont pu connaître certains pays asiatiques, hein, notamment la Chine dont on a déjà parlé, avec des taux de croissance extrêmement forts. Ça a une conséquence, hein, ces taux de croissance très forts, c'est que les pays changent au niveau social. C'est-à-dire que vous n'avez pas, il ne faut pas que vous imaginiez l'Afrique comme un endroit où il n'y a pas de gens riches, par exemple. Il y a de plus en plus de millionnaires dans beaucoup de ces pays. Par exemple, l'Éthiopie, hein, qui est le pays qui est ici avec son taux de 5,4%, a de plus en plus de millionnaires. C'est le pays qui a le plus de millionnaires. Il y en a à peu près 3000. Et donc, ça transforme aussi l'espace, puisque ces gens très riches vont vouloir avoir des conditions de vie qui correspondent à leurs revenus. Et donc, vous avez de plus en plus, notamment, on peut prendre l'exemple de l'Éthiopie. Donc, il y a une vidéo que je voulais vous montrer pour ça. Pour pas alourdir cette vidéo-là, je vous mettrai éventuellement un lien, je vous la transmettrai si ça vous intéresse. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est que donc, dans la capitale, Addis Abeba, vous avez en fait la construction de grands quartiers résidentiels assez luxueux qui sont à destination des populations vraiment aisées. Et de manière générale, plusieurs villes africaines, hein, au-delà de Addis Abeba, connaissent un peu ce modèle, deviennent donc des métropoles régionales plutôt qu'internationales, mais elles permettent de s'intégrer progressivement à la mondialisation. Donc, là, c'est le cas du Caire en Égypte, c'est le cas de Lagos aussi. Vous avez parmi ces métropoles une qui se distingue un peu, hein, qui est la ville de Johannesburg, en Afrique du Sud, puisque elle, c'est une ville mondiale de second rang, comme on l'avait vu dans les chapitres du début d'année. Donc elle n'est pas dans les plus importantes, mais c'est une ville mondiale, c'est la seule ville mondiale sur le continent africain, avec notamment une bourse, qui est la bourse la plus importante. Et dans l'espace, hein, je vous dis, ça se traduit très concrètement, c'est-à-dire que les centres-villes de ces différentes métropoles dont je viens de parler ressemblent à ce que vous voyez là sur la photo, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a juste la photo, si je vous avais montré cette photo sans savoir qu'on était dans le cours sur l'Afrique, bon bah ça aurait pu être un centre-ville de à peu près n'importe quelle grande ville d'une autre zone du monde. C'est-à-dire les grandes tours, des axes routiers importants, des tours qui sont bureaux mais aussi du résidentiel. Donc voilà, les villes du coup s'uniformisent en quelque sorte sur le modèle des quartiers d'affaires qu'il peut y avoir dans les autres grandes villes d'autres pays, dans d'autres continents. Donc une croissance très forte qui change un peu la manière notamment dont s'organisent les villes et les populations qui y habitent avec l'apparition d'une classe aisée. Et on peut voir aussi cette croissance dans un aspect donc, qui est normalement dans la vidéo, pareil, je vous la transmettrai par ailleurs, qui est la révolution en fait des télécommunications. Notamment, l'Afrique est devenue un marché extrêmement porteur pour toute la téléphonie mobile. Et dans certains cas, dans certains domaines, en fait, l'Afrique est plus avancée que d'autres zones du monde, notamment tout ce qui concerne le paiement par téléphone. C'est-à-dire que sur le continent africain, vous avez énormément de gens qui ont un compte bancaire téléphonique et qui payent avec leur téléphone. C'est 12% de la population africaine qui est dans ce cas-là, alors qu'à l'échelle du monde, c'est que 2%.
Donc sur ce domaine-là, le continent se développe très rapidement, par exemple. Donc secteur des télécommunications. Ce qui nous amène donc à la deuxième sous-partie, puisque là on vient de voir différents signes, une croissance économique, une forme de modernisation, et ça va avec, c'est la deuxième sous-partie, le fait que c'est un continent qui est convoité et qui est de plus en plus intégré à la mondialisation. Alors, comme on avait comme on l'avait un peu vu hein, dans le cas du Sahara, cette intégration, elle se fait beaucoup par les ressources naturelles, qui représentent les trois quarts des exportations du continent. 75% de tout ce qui est exporté depuis l'Afrique, ce sont des ressources naturelles, puisqu'ils ont le continent a de nombreuses ressources en hydrocarbures, en minerais, ils ont des réserves de diamants, d'or notamment, qui sont des produits qu'elle exporte. Et donc, comme ce sont des ressources intéressantes, ça va attirer des investissements depuis l'étranger. Et donc, quand on regarde une carte qui présente les IDE, donc pour un petit rappel, hein, les IDE, c'est les investissements directs à l'étranger, ça va être tout ce que une entreprise étrangère, par exemple française, si elle décide de développer une entreprise dans un pays africain, eh ben, ça va être un investissement direct à l'étranger. C'est de l'argent qui vient d'un autre pays dans son pays. Donc quand vous regardez cette carte, hein, ce qu'on remarque, c'est que beaucoup de pays du continent africain voient une très très forte augmentation, hein, c'est ce que vous avez ici, la croissance annuelle des stocks d'IDE, une très très forte augmentation des IDE. Donc tous les pays qui sont en rouge, hein, c'est entre 25 et 50% par an sur 14 ans quand même. Et de manière générale, hein, vous remarquez que la moyenne africaine sur cette période, elle est à 12,8% par an, alors qu'à l'échelle mondiale, c'est 9,2. Donc le continent africain, en quelque sorte, hein, enfin pas en quelque sorte, est un endroit où on investit de plus en plus. Alors, ces IDE, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être, premièrement, des délocalisations, donc notamment ce qu'ont fait beaucoup certaines firmes européennes, euh, notamment dans l'automobile, c'est de délocaliser une partie de la production au Maghreb, notamment au Maroc. Vous savez, Renault, par exemple, a développé la plus grande usine de voitures africaine, qui se trouve au Maroc. Donc, parce que ça permet d'avoir des salaires qui sont moins chers et des conditions de travail qui sont, enfin, les règles, le droit du travail est plus souple. Vous avez aussi hein, Airbus ou Zara qui ont ouvert des entreprises dans ces pays-là. Et donc, quand par exemple, Renault ouvre une entreprise au Maroc, c'est un IDE, un investissement direct à l'étranger. Vous avez également des endroits où ce sont directement les entreprises qui exploitent une ressource par un système de concession. Donc, par exemple, Total, donc entreprise française qui exploite du pétrole, est présente dans 18 pays africains. Alors, c'est des concessions, c'est-à-dire c'est eux vraiment qui gèrent directement l'exploitation de la ressource. Ou alors vous avez l'exemple de Orano là, qu'on avait vu dans le cas du Niger enfin, dans le cours sur le Sahara. Et enfin, quand on parle des IDE, vous pouvez également retourner voir ce qu'on avait dit sur la Chine-Afrique, puisque c'est exactement ça que fait la Chine. Elle investit, elle achète des terres, elle développe des entreprises, elle fournit une aide pour développer des infrastructures dans les pays africains, ce que certains appellent donc la Chine-Afrique. C'était Michel Beuret, la vidéo de Michel Beuret qu'on avait vue dans ce cadre-là. Donc ça, c'est plusieurs formes que peuvent prendre les IDE. Et enfin, il faut voir que, on a aussi d'autres productions, nouvelles productions pour essayer de s'intégrer à la mondialisation. Par exemple, le Kenya et l'Éthiopie, vous avez, dans ces 2 pays-là, ici c'est une photo pour le Kenya, hein, l'industrie de la rose qui se développe et ils exportent leurs roses, notamment pour le marché européen et donc la moitié des roses qui arrivent dans l'Union européenne viennent de ces 2 pays-là, donc Kenya et Éthiopie. Donc là, ce qu'on vient de voir, deuxième sous-partie, c'est donc l'intégration de plus en plus à la mondialisation. Il nous reste quand même à remettre les choses en perspective, à voir que même si le continent dans son ensemble s'intègre, ça reste ce qu'on appelle en géographie une périphérie. C'est-à-dire c'est pas un cœur, hein, c'est l'inverse de ce qu'on avait vu pour les 3 pôles de la mondialisation. Là, on est plutôt dans une périphérie. Si en fait on se repenche sur cette carte-là des IDE, certains d'entre vous l'auront peut-être remarqué, j'ai dit qu'il y avait des très fortes augmentations et c'est le cas, il y en a de plus en plus. Néanmoins, ça c'est la croissance. Si on regarde la première partie de la légende qui concerne les chiffres absolus par la taille des cercles, bon bah là on voit qu'il y a quand même très clairement, heu,
un retard, enfin une faiblesse de l'Afrique à ce niveau-là, puisque les cercles les plus importants, bon, c'est États-Unis, Chine, c'est là où les gens vont le plus investir. Beaucoup en Europe, notamment en Europe de l'Ouest, mais la taille des cercles en Afrique, bon, on voit, hein, l'Afrique du Sud, on voit que le cercle est un peu plus gros, le Nigeria également, ou l'Égypte, mais dans l'ensemble, ça reste en fait extrêmement faible. Et d'ailleurs, si on prend une autre carte, celle-ci, qui est pas forcément idéale, hein, parce que on a l'impression que du coup, il y a pas du tout d'IDE en Afrique. Néanmoins, on regarde que les 10 premiers pays qui reçoivent des IDE sont représentés ici. Ils sont tous donc soit Amérique du Nord, Europe de l'Ouest, bon, la Russie et Asie de l'Est. Et donc, il n'y a pas en Afrique. Et ils ont choisi bon, ils ont fait trois couleurs, hein. Vous avez 4 pays qui reçoivent un tiers des IDE, 12 qui en reçoivent un tiers, et tout le reste du monde qui en reçoit aussi un tiers. Donc, l'Afrique fait partie, le continent africain fait partie de ce dernier groupe. Donc, même s'il y a de plus en plus d'IDE, si vous voulez, ça reste quand même, le montant de ces IDE reste bien plus faible que celui des pays qui sont les plus développés. Et de manière générale, hein, vous avez ici quelques chiffres, vous n'êtes pas obligé de tout retenir, mais si on prend donc les IDE, ça représente 2% du total mondial, hein, donc c'est l'illustration de la carte qu'on vient de voir. Au niveau du commerce, le commerce africain, c'est 3% du total mondial, et le PIB, donc la création de richesse, c'est 2% du total mondial. Je vous ai mis cette comparaison parce que je la trouve quand même extrêmement parlante. C'est le PIB du continent africain, c'est le même que celui de la ville de Tokyo. euh, donc une ville dans un des pays les plus développés du monde, hein, produit autant de richesses que l'intégralité du continent africain. Donc ça, c'est pour mesurer vraiment la faiblesse encore de l'Afrique dans cette mondialisation. Et deuxième idée importante dans cette sous-partie, c'est il faut comprendre que la mondialisation peut même avoir des effets contre-productifs pervers au niveau économique. Notamment, ce qu'on a déjà vu, c'est que ça renforce la dépendance des économies africaines aux matières premières, c'est-à-dire, comme on avait vu, la malédiction des ressources, hein, les, les- les pays exportent beaucoup d'hydrocarbures, mais en fait, du coup, ils n'ont pas tendance à développer d'autres secteurs toujours. Donc en Algérie, hein, je vous rappelle, 98% des exportations, ce sont des hydrocarbures. Et également, l'autre problème de la mondialisation, c'est que ça peut empêcher vraiment le développement de production au niveau local. En l'occurrence, là, il y a une autre vidéo. Pareil, les vidéos, je vous les transmettrai à part si ça vous intéresse de les regarder, mais je vous explique rapidement ce qu'on nous dit dans cette vidéo. En fait, c'est une vidéo sur la production de lait au Sénégal. En fait, ce qu'on remarque, c'est que ce qu'on nous dit, c'est que le Sénégal a assez de bétail pour être autosuffisant en ce qui concerne le lait. C'est-à-dire, il pourrait produire largement toute la consommation, enfin pour assurer toute la consommation de lait dont ils ont besoin. Cependant, ils continuent à importer une grosse partie de leur lait depuis l'Europe. Ce qui peut paraître un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'on fait venir du lait, notamment en poudre, depuis un autre continent alors qu'on en produit sur place. Et en fait, ce qui est la cause de ça, c'est que les taxes sont plus élevées sur ce qui est produit localement que sur ce qui vient de l'étranger. Et donc vous vous retrouvez dans une situation où acheter du lait qui vient d'Europe vous revient moins cher que d'acheter du lait qui a été produit à 30 km de là où vous habitez. Et donc là, vous voyez que ça entrave finalement le développement d'une filière lait qui pourrait être productrice de richesse pour le Sénégal. Donc voilà, faiblesse dans la mondialisation, enfin dans le commerce mondial, le PIB, les IDE, et en plus de ça, la mondialisation peut avoir des effets négatifs sur ces pays africains. Cela termine donc la deuxième partie et vous aurez une troisième vidéo pour ce qui concerne le grand 3 de ce chapitre.